On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'auteur Simon Tétrault. Après sa trilogie d'il y a quelques années, il nous arrive maintenant, il passe de la science-fiction à un premier roman policier. Mais d'abord, on vous parle de Ballet Classique du Haut-Richelieu, une institution dans la région. Sa fondatrice a passé le flambeau à Monica Nacci. Une institution de la région change de direction. Je parle ici du Ballet Classique du Haut-Richelieu, qui, depuis les 42-43 dernières années, était dirigé par sa fondatrice, Cécile Tremblay. À un certain moment, il faut avoir une succession. Il faut passer le flambeau. Bien, c'est ce qui a été fait au cours des derniers mois avec la nouvelle directrice qui s'appelle Monica Nacci. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu votre affiliation avec Ballet Classique au Richelieu. À quel moment êtes-vous rentré dans le petit cercle de Mme Tremblay? Au fond, moi, j'ai commencé en 2018 comme enseignante. C'est toujours ce que j'ai aimé faire dans la vie, la danse, puis plus tard enseigner. Donc, j'étais à l'école supérieure à l'époque, puis je cherchais une école avec un niveau semi-professionnel ou professionnel. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Madame Tremblay. J'ai commencé par une classe de danse de caractère. Par la suite, j'ai continué pour le camp d'été. J'ai enseigné les cours de danse de caractère. Et par la suite, Madame Tremblay m'a approché pour continuer comme enseignante pour les classes de ballet. Bon, et puis là, dans la dernière année, on vous a demandé d'assumer la direction. Donc, pour vous, comment avez-vous accueilli cette demande-là? Bien, au fond, c'est un rêve que j'ai depuis mon arrivée au Canada. Puis c'est plutôt moi qui ai approché Mme Tremblay au moment où j'ai appris qu'elle allait prendre sa retraite. Parce que mon rêve a toujours été de pouvoir transmettre ma passion pour la danse aux nouvelles générations. Ouais. Et à ce moment-là, quand j'ai su que le poste était disponible, j'ai approché Mme Tremblay. C'est sûr que j'étais stressée. Puis je lui ai fait part de mon intérêt. Et ça a commencé comme ça. Quel est le regard que vous portez sur une dame qui fonde une école qui existe depuis plus de 40 ans? Elle est encore là. Vous travaillez dans le domaine depuis très, très, très longtemps. Quel est le regard que vous portez sur une institution comme celle-là dans une région comme la nôtre? Écoutez, je pense... Madame Tremblay, c'est une vraie source d'inspiration, puis j'ai énormément d'admiration puis de respect pour tout ce qu'elle a fait. Au fond, on est chanceux d'avoir une école comme le Ballet Classique du Haut-Richelieu en région. Et c'est comme incroyable tout ce qu'elle a fait pour bâtir l'école puis la maintenir en vie pendant 40 ans. C'est tout à son honneur et ça a parti d'un rêve aussi. Alors, c'est très beau de voir ce que le Ballet Classique du Haut-Richelieu est aujourd'hui. Je regarde un petit peu les photos de tous les spectacles qu'on a faits. C'est sûr qu'en commençant comme directrice, j'ai dû m'imprégner un petit peu de ce qui a été fait, puis comprendre la culture, puis la mission de l'école. Et j'ai énormément d'admiration puis de respect pour Mme Tremblay et tout ce qu'elle a fait. Personnellement, je ne connais pas beaucoup l'industrie du ballet, mais il y a une phrase que vous avez dite il y a quelques secondes, que c'était impressionnant de voir en région une école de ce calibre-là. Au Québec ou ailleurs, est-ce qu'il existe d'autres écoles qui ressemblent au ballet classique ailleurs au Québec? À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. On s'est toujours démarqué par la qualité de nos productions, par la qualité de l'enseignement qu'on offre à nos élèves. Au fond, je me souviens ce que Mme Tremblay m'a dit à un certain moment. J'étais dans les coulisses de Casse-Noisette, puis elle m'a dit, « Monica, là, nous, on engage des professionnels. Ouais. Oui, on est une école de loisirs, mais tous les professeurs, tous les enseignants, c'est des professionnels. Ouais. Alors, c'est ça ce qui fait la différence dans notre école. Vous avez dit au début, vous cherchiez quelque chose de semi-professionnel. Ouais. C'est un peu ça. C'est exact. On est dans du loisir, oui. Mais on n'est pas très loin du professionnel non plus. Et à ma connaissance,
il y a déjà quelques élèves de l'école Oui. qui ont fait carrière. Absolument. Au fond, récemment, on a décerné le prix Essar à Rose Trahan, Oui. qui est notre fierté. Au fond, Rose, elle a commencé le ballet avec nous à l'âge de 3 ans. Ensuite, elle est allée à l'école supérieure. Par la suite, elle a terminé ses études à l'école supérieure, puis elle a été acceptée au sein des grands ballets canadiens. Donc, on est très fiers. On a d'autres danseurs qui sont arrivés dans le domaine professionnel, puis ont commencé à notre école. Il y a Gabriel Chenard. Récemment, il y a 2 jours, j'ai eu notre élève Camilla, qui elle a 16 ans. On l'a préparée. Son rêve, c'est d'avoir une carrière professionnelle en danse. Puis Camilla, elle a été acceptée au ballet Divertimento pour le programme professionnel en danse. Donc, on est comme une pépinière. Moi, c'est ça ce que je dis. Nous, on les prend au tout début. Puis quand on voit qu'il y a des élèves qui ont du talent, qui se démarquent, à ce moment-là, on approche les parents, puis on les envoie, s'ils le souhaitent, évidemment, vers le domaine professionnel. L'école compte combien d'élèves ou de professeurs? Il y a combien de personnes qui gravitent alentour de l'école en ce moment? On a une belle équipe présentement. On a 7 professeurs. On a, en tout et partout, on est 15 avec les pianistes, l'équipe à l'administration, l'atelier de couture. On a plus de 200 élèves, donc on est très, très fiers. Ça a été très difficile avec la pandémie, mais cet automne, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, puis on est vraiment contents. On a de bons élèves, on a de bons professeurs, fait que on a vraiment une merveilleuse équipe. C'était quoi les impacts de la pandémie sur l'école? C'est sûr que ça nous a beaucoup touchés, surtout qu'on venait de déménager. Donc, nous, on a aménagé dans les nouveaux locaux quand la pandémie a commencé. Alors, ça nous a affecté beaucoup. On a toujours continué à offrir les cours en Zoom malgré la pandémie. On est chanceux d'être encore là parce qu'il y a plusieurs écoles de danse qui ont fermé, malheureusement, étant donné qu'on a un partenariat avec le ministère de la Culture puis la ville de Saint-Jean. Ça nous a permis de survivre. Aujourd'hui, on est content parce que tout est réparti. Là, alors. Bon, vous avez parlé de relocalisation. Pendant longtemps, l'école avait son siège sur la rue Jean-Talon à Saint-Luc. Là, maintenant, vous êtes à quel endroit? On est à Saint-Luc. On est pas loin de la plomberie Saint-Luc, si vous connaissez. Donc, on a 2 beaux nouveaux studios. On est vraiment bien installés. Puis, on a pas mal plus de place que dans les anciens locaux. Alors, c'est pour ça qu'on espère grandir encore plus. Il y a de la place pour avoir un autre studio éventuellement, mais non, on est vraiment, vraiment chanceux d'avoir une belle école. On a des planchers résilients pour la danse, des pianos, un beau costumier. Je pense que c'est le plus beau costumier de la région. Là. Fait que, non, on est bien. Bon, quand on parle de ballet, forcément, on parle de Casse-Noisette. Ça, c'est comme... Un classique. C'est un classique. Là. Oui. C'est comme ça et ça va toujours revenir. Il en est ainsi, là. Exactement. D'ailleurs, j'annonce la bonne nouvelle. Cette année, on va faire Casse-Noisette avec le Ballet Ouest. Puis, c'est sûr que ça apporte la magie. Ça commence le temps des fêtes. La musique est tellement belle, les costumes. Puis, le fait que nos élèves et les élèves d'autres écoles de danse de la région peuvent côtoyer des danseurs professionnels, ça fait partie aussi de la mission de notre école. Au fond, c'est incroyable, tu sais, ce que les enfants qui aiment la danse, ce qu'ils peuvent vivre quand ils font Casse-Noisette avec des vrais danseurs professionnels. C'est une expérience unique. Puis les enfants, ils pleurent quand c'est le dernier spectacle de Casse-Noisette. Ils sont là, puis ils sont tristes, malgré le fait qu'on a beaucoup de répétitions, on travaille fort, mais ils aiment tellement ça là, que c'est comme, là, tu sais, quand c'est fini, c'est comme, oh non! Que non, ça revient cette année, puis on est vraiment contents. Parlez-nous de vous un peu. Donc, vous l'avez dit, vous êtes arrivé au Canada, vous êtes d'origine roumaine. Oui. Vous avez travaillé même, je pense, pour l'Opéra de Bucarest. J'étais ballerine à l'Opéra de Bucarest, c'est ça. J'ai terminé l'école professionnelle, l'équivalent de l'école supérieure de ballet, mais à Bucarest.
Puis mes parents ont décidé de s'installer ici. Alors, malheureusement, j'ai dû quitter mes amis puis mon emploi à l'Opéra de Bucarest avec tristesse. En arrivant ici, c'est sûr que le chemin n'a pas été facile. J'ai fondé ma petite famille, mais j'ai toujours enseigné le ballet. J'ai continué à danser dans différentes troupes de ballet. Alors, je n'ai jamais arrêté la danse. Comme on dit, on ne choisit pas la danse nous choisit. On ne choisit pas d'être enseignant de ballet. Le métier nous choisit. Et en parallèle, j'ai fait des études à HEC en commerce, marketing, vente. Parce que c'était difficile. Honnêtement, ça a été difficile pour moi. Je parlais pas le français à l'époque, puis la seule chose que je savais faire, c'est danser, mais j'avais un bébé dans les bras, donc c'est ça, j'ai dû orienter un petit peu ma carrière. Vous êtes arrivé ici à quel âge? J'avais 19 ans. 19, oui. C'est sûr qu'un bon bout de votre vie était déjà fait en Roumanie. Oui, puis quand on est dans un programme professionnel dans cette étude, mettons qu'on n'a pas d'autre vie que la danse. La danse est notre vie. On commence les entraînements tôt le matin, on finit tard le soir. Tout ce qu'on sait faire, c'est danser, danser, danser. Fait que c'était toute ma vie. Et qu'est-ce qui fait que le ballet vous a choisi quand vous étiez jeune? Bien, c'est parce que j'ai toujours été un enfant qui aimait bouger. On reconnaît les enfants on les voit tout de suite. Dès qu'ils entendent la musique, ils commencent à danser, à bouger. Puis ma mère, elle m'a amenée à un moment donné voir le ballet Coppelia, puis je me suis levée, puis je me suis mis à danser. Puis là, je voyais Nadia Comaneci à la télé, puis j'essayais de faire des culbutes. J'arrêtais pas de bouger. Fait qu'elle a dit, bien, on va l'inscrire en cours de danse. Puis comme de fait, c'était vraiment ça ce que j'aimais faire dans la vie. Bon. Avez-vous des projets particuliers pour l'année à venir avec Ballet Classique? Bien, c'est certain. On a plein de beaux projets. Au fond, maintenant, tout est réparti. Alors, premièrement, je veux continuer ce qui a été fait par Mme Tremblay. Et c'est la mission de transmettre la passion pour la danse, de faire rayonner la danse en région. Ça va rester toujours là. On refait Casse-Noisette, on prépare le spectacle La Belle au Bois dormant, qui est un magnifique spectacle, Tchaïkovski encore, qui a composé la musique. J'aimerais beaucoup amener la danse-thérapie en région. C'est pour les jeunes, aller dans les écoles, parce que la danse... je pense que c'est un art qui permet aux jeunes, puis aux moins jeunes aussi, à s'exprimer. Puis ça permet de socialiser en même temps, de trouver sa voix. Puis ça me tient beaucoup à cœur. Il y a les cours de Centrix, les cours de Pilates qu'on offre dans notre école. Je pense qu'on a une population vieillissante à Saint-Jean, puis je voudrais offrir ces cours-là aux gens qui sont intéressés. On a nos locaux qui sont disponibles le jour. Donc, éventuellement, dans les années à venir, j'aimerais qu'on réussisse à monter un nouveau spectacle. Retrouver nos partenaires, nos commanditaires. C'est sûr que les 2 ans de pandémie nous ont fait mal. Donc, en région, je pense qu'on est connu puis on a besoin de s'entraider. Monique Konecny, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est gentil. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, une émission qui va nous toucher droit au cœur. Absolument. La boxe lui a sauvé la vie. Jonathan Richard est avec nous. Histoire très touchante. Ne manquez pas ça.
Notre invité aujourd'hui est un auteur. Il nous présente son premier roman policier, mais il a fait autre chose aussi dans le passé. Il s'agit de Simon Tétrault. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est arrivé quand, ça, le goût de l'écriture dans la vie? Ça m'est arrivé quand même jeune, au début de ma vingtaine. J'avais un besoin, j'ai toujours aimé créer. Au début, c'était des petites vidéos que je faisais, que je créais, j'écrivais. Et avec ma petite gang, là, on tournait ça plutôt humoristique. Puis à un moment donné, mes amis, mon entourage, ils sont trouvés des blondes, sont mis à travailler. J'avais plus personne pour faire ça avec moi. Donc, j'ai tourné ça vers l'écriture parce que j'avais encore ce besoin-là de créer. Puis j'ai commencé avec une petite histoire, puis un autre petit bout d'histoire, puis un autre petit bout d'histoire, puis c'est devenu mon premier roman à un moment donné. Et là, j'ai continué. J'ai vraiment eu la piqûre là, de l'écriture. En quelle année avez-vous sorti le premier? En 2012, de mémoire. Quand ça sort au début, est-ce qu'on est fébrile? Est-ce qu'on est au pied de la porte, on attend la boîte, on a hâte de l'ouvrir, de le sentir, de le toucher? Absolument. Ça a très bien résumé mes sentiments à ce moment-là. Là. J'avais un gros sentiment de satisfaction personnelle là, d'avoir réussi à passer au travers de ça. Puis ça m'a donné le goût de continuer après ça. Bon, quels ont été les premiers livres là, que vous avez publiés là, à partir de 2012 et les années suivantes? J'ai publié la suite de ce premier roman-là. Ça a été une trilogie, finalement, qui sont sortis en 2014-2015. Et une fois que ça a été terminé, là, j'ai complètement changé de style parce que c'était science-fiction fantastique. Et là, je suis tombé dans le policier. Et autant à la lecture qu'à l'écriture, là, c'est devenu une vraie passion. Là. Mais pourquoi faire ce virage entre avoir une écriture où on est dans la thématique qui est celle d'un peu de la science-fiction et là de tomber dans le roman policier? Bien, dans mon cas, début vingtaine, Le Seigneur des Anneaux, c'était vraiment là, ce genre d'univers-là qui m'allumait énormément. Et c'est ça qui a teinté aussi les petites histoires, je racontais tantôt que j'écrivais. C'était du fantastique. C'était ça que j'aimais vraiment. Et je suis tombé dans le policier, un roman policier. Un ami là, qui disait à un moment donné, hey, essaye ce roman-là, là, c'est vraiment bon. Et là, j'ai adoré ça. Un autre. Je suis tombé sur les Martin Michaud à un moment donné. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Là. Les Victor Lessard, là, j'ai adoré le style. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je suis capable d'écrire autre chose? Oh, bonne question. Je pense pas que je me suis posé cette question-là. Remarquez qu'à un moment donné, je me suis dit, oh, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile, peaufiner une enquête, que tout est bien ficelé. Et là, on fait des tests avec nos proches pour voir est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce que ça fonctionnait. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus de travail. C'était plus demandant. Beaucoup plus. Bon, vous êtes enseignant dans la vie à Marcelin-Champagnat, mais un enseignant d'éducation physique. Oui. Souvent, il faut briser le mythe. Beaucoup d'auteurs qui sont enseignants dans la vie, très souvent enseignants en histoire, en français, rarement en éducation physique. Absolument. Donc, un prof d'éducation physique, ça peut écrire des livres. Oui, ça peut. Bon, c'est ça que je voulais le dire. Est-ce que des fois, vous vous faites taquiner avec ça, avec des collègues? Régulièrement. Ah oui? Régulièrement, très souvent. Des amis de ma conjointe qui me racontent pour la première fois. Ah, je pensais que tu étais prof de français. C'est un automatisme. C'est un automatisme. Auteur égale prof de français. Absolument. Mais dans mon cas, j'ai réussi à travailler mes deux passions de côté parallèle parce que le sport est hyper important dans ma vie. Autant que je pratique le sport, que je suive le sport. Donc, ma carrière d'enseignant me permet de pratiquer le sport, de faire du sport. Et mon autre carrière me permet de créer et d'écrire. Bon. Donc, ce livre, ce premier roman policier qui s'appelle « 6 jours pour survivre », ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un policier qui est en année sabbatique parce qu'il est arrivé des incidents, il lui est arrivé des incidents, et il est à la recherche du meurtrier de sa femme. Et le même genre de meurtre arrive dans le nord des Laurentides, un autre meurtre semblable à celui de sa femme, et il s'en va investiguer sur les lieux. Mais c'est son ancienne fratrie qui se retrouve également là pour travailler sur le meurtre. En arrive un autre, et là, ils sont embourbés dans une situation qui, somme toute, semblait claire au début, mais que
le candidat potentiel qui devait être le meurtrier se retrouve lui aussi parmi les victimes. Ça se passe où? Ma brigade de police est établie à Montréal, mais le meurtre, c'est dans le nord des Laurentides, un petit patelin perdu dans le bout de Parent. Là, OK. Avez-vous écrit la fin avant d'écrire le début? Non. Mais quand je commence le début, je sais toujours quelle est ma fin. C'est OK. c'est ce qui se passe entre les deux des fois. On rajoute des petits passages sinueux, là, mais je sais où je commence et je sais où je termine. Bon, c'est un projet le projet d'écriture, il a commencé à quel moment? Dès que j'ai terminé ma trilogie en 2015, lorsque ça a été OK, donc, ça a été sur une terminé. longue période, là. Oui, mais je vous dirais que depuis 2018, entre 2015 et 2018, je travaillais sur ce roman-là à temps vraiment partiel. Quand j'ai le temps, Par petits bouts, quand là. j'ai l'inspiration. Puis j'ai trois jeunes enfants là, à l'époque. Je comprends. Rendu en 2018, je me suis dit, à force de l'entendre également, là, pas juste de mon entourage, là, mais de personnalité, si on veut que quelque chose réussisse, il faut s'investir à fond. Et à partir de 2018, j'ai mis à mon horaire 1 heure à chaque jour où ouais, je vous vous êtes m'assois. imposé Je me l'heure. suis imposé. Et des fois, le goût de l'écriture n'est pas là, mais je vais travailler sur mon vocabulaire, je vais faire des petites recherches, je vais juste sortir mon calepin, prendre des notes pour me réorienter. OK. Mais la plupart du temps, ça va être de l'écriture. Mais il y aura eu quand même 1 heure de travail consacrée au projet. Absolument. Exactement. À chaque jour. Ça a été profitable de faire ça? C'est pour ça que, selon moi, là, c'est pour ça qu'il est sorti, ce roman-là. Est-ce que c'est facile de procrastiner? C'est-à-dire, demain, semaine prochaine, dans 1 mois, Très après les facile. vacances. Ouais, absolument. Très Toutes les facile. raisons sont bonnes. Exactement. Et quand je suis arrivé à le faire, j'ai vu immédiatement la progression. J'ai vu immédiatement que j'avançais beaucoup plus... Et là, j'avais un objectif, là. Là, je savais que j'allais pouvoir passer au travers parce que, comme vous disiez, si on remet, bien, le travail n'avance pas, là. OK, donc ça donne un coup. Est-ce que vous avez continué l'écriture même pendant la pandémie ou c'était pas mal prêt? Il était dans les mains des éditeurs à ce moment-là. OK. Mais tout dépendant de l'éditeur, là, la réponse arrive entre 6 mois et 1 an. Je me mets pas au repos durant ce moment-là. Est-ce que la recherche d'une maison d'édition, ça a été quelque chose d'ardu? Parce que pour parler avec beaucoup d'auteurs, des fois, c'est très facile, puis des fois, c'est très difficile. Ça dépend des contextes. Il y a comme des moments... Je me placerai entre les deux. OK. Je dirais ardu, pas très ardu, mais j'ai fait mes recherches sur les maisons d'édition. Moi, ce que je recherchais particulièrement, c'est une maison d'édition qui veut travailler avec moi et qui s'en va à la même place que moi. Donc, j'ai fait des sélections au début et j'ai eu des réponses comme quoi, mauvais timing, ça ne fonctionne pas pour X raisons. Ils m'ont orienté vers d'autres maisons d'édition et finalement, j'en ai trouvé une qui était contente de faire ce projet-là avec moi. OK. Donc là, le livre a été lancé il y a quoi, à peu près 6 mois? Juin dernier. Juin dernier. Quelle est la réponse? Avez-vous même pu participer à des salons du livre? Parce que là, on est post-pandémie, donc ce type d'activité-là a repris. Absolument. J'ai fait les salons du livre de Sherbrooke, Rimouski et Montréal. Et prochainement, ça va être Trois-Rivières et Québec. En aviez-vous déjà fait dans le passé avec l'autre trilogie? Oui, j'en avais fait d'avant, ouais? 2 avant ça. C'est quoi l'importance de ces événements-là? Je vais parler des récents, Ouais. parce que je ne peux pas du tout comparer avec mes premières expériences. C'est vraiment une expérience hyper enrichissante. Et c'est un peu... pour moi, ça va à l'envers de ma personnalité, là. J'ai de la difficulté à aller au-devant, puis j'ai quelque chose à vendre, là, fondamentalement, là. Donc, il faut que je sois un bon vendeur, ce que je ne suis pas nécessairement à la base. Mais rencontrer, jaser avec des personnes qui ont le goût de connaître mon cheminement, comment ça s'est passé. Et j'ai toujours réussi à en vendre quelques-uns pendant les salons du livre. Et ça me touchait beaucoup là, qu'il y ait des personnes à Rimouski qui me disent « Wow, je vous fais confiance, puis j'achète votre roman. » Depuis ce temps-là, avez-vous eu des réactions? Bon, il y a tout le temps des réactions de la famille. Bon, t'es beau, t'es fin, c'est incroyable. Bon, mais, tu sais, la réaction là, des vrais lecteurs, là, des gens que vous ne connaissez pas ou des gens de l'industrie, bref, qu'est-ce que ça dit jusqu'ici? Les réactions que moi j'ai eues sont toutes hyper positives. Ils me demandent quand est-ce que le prochain va sortir. Donc, c'est comme ça que je le prends. Quand on vous lance des fleurs, prenez-les, là, parce que le pot vient souvent dans nos vies, on s'entend. Donc, c'est ça. Je suis hyper content de ces réactions-là. Est-ce que ce livre-là peut avoir une suite ou pas vraiment dans la façon où ça se termine? Oui, il devrait en avoir une.
Il devrait en avoir là. OK. Avez-vous déjà commencé le projet? Présentement, je suis sur un autre projet d'écriture que j'espère être capable de finaliser d'ici la fin de l'année. Mais mon calepin de notes pour la suite de celui-là est déjà bien plein. Déjà entamé. Est déjà même bien plein. Là. Et le projet sur lequel vous travaillez en ce moment, on est dans quel registre? Toujours dans du policier. Encore? Exactement. Okay. C'est au lieu de... J'ai une enquêtrice pour le prochain. Une femme de 40 ans, parce que je suis entouré de femmes de 40 ans, puis pour moi, donc, l'inspiration vient facilement. Vient facilement, puis vous prenez des morceaux de chacune. Exactement. Ça fait le personnage. Je voulais leur rendre hommage également, parce que ce sont toutes des femmes formidables, là. Donc, pour vous, c'est vraiment... Je sens en vous un sentiment d'accomplissement, de fierté, d'avoir travaillé sur ce projet-là, puis d'en voir le résultat aujourd'hui. Ah oui, absolument. Puis de voir les réponses, de voir à toutes les fois que je publie un petit mot sur Facebook, d'avoir plein de personnes commenter « J'ai adoré, c'était super ». Et là, on ne parle pas juste de la famille, là. On parle de la réaction en général. Bon, c'est disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies, en version électronique aussi? Oui, absolument. Aussi. Donc, si les gens font la recherche. Donc, Simon Tétrault, 6 jours pour survivre. Donc, un premier roman policier. C'est aux éditions La Plume d'Or. Oui. Si vous faites vos recherches, évidemment, sur les Internets. Et donc, premier roman policier, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Vous avez jusqu'au 2 mars, encore quelques jours, pour soumettre vos projets à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a toujours ce programme d'acquisition d'art. Donc, allez sur maculture.ca pour les détails. À demain. Bye-bye.